vas me faire pleurer. Alors déjà, je vous souhaite à tous une excellente année, parce qu'il est encore temps, évidemment. Et je remercie du fond du cœur Philippe et Lionel pour leurs interventions. Et je salue moi aussi leur détermination à mener notre combat politique sur notre ville, mais aussi sur le département, sur la région, en tant que responsable départemental pour toi, Lionel, et vice-président du groupe Front National au Conseil régional de PACA et responsable de Nice pour toi, Philippe. Il est effectivement assez difficile d'exister dans notre département au milieu de toutes ces baronnies, dont Lionel et Philippe vous ont parlé, mais sincèrement, ils ont parfaitement réussi leur mission respective, puisque tous les commentateurs politiques s'accordent à dire que le Front National est bien la seule force d'opposition constructive, car elle est aussi et surtout, on a tendance à l'oublier, à chaque fois une force de proposition. Elle l'est dans toutes les différentes collectivités. Je félicite aussi Brian pour son action dynamique auprès du Front National de la Jeunesse des Alpes-Maritimes et une mention particulière pour mon ami Gérard Vanderborg, qui est conseiller municipal de Cagnes-sur-Mer et qui siège à mes côtés au Conseil métropolitain de Nice. Il mérite vos applaudissements parce que lui aussi c'est le seul qui fidèle au couleur du Front National sur lesquels les électeurs de Nice et de la métropole nous ont fait confiance. Les autres sont partis faire leur nid comme des coucous ici ou là et honnêtement ça leur a pas vraiment porté bonheur. Je salue aussi Lauriane Bardon qui fait le lien indispensable entre mes activités politiques à Bruxelles et à Strasbourg en tant que député européen et ma circonscription d'élection, notre belle ville de Nice, et sans laquelle d'ailleurs, sans toi Lauriane, cette réunion aurait eu du mal à se tenir. Merci beaucoup. Au Festival de Cannes, mais je trouve que c'est important de remercier les gens qui m'entourent, donc je veux adresser aussi mes remerciements sincères à mes collaborateurs en mairie, parce qu'ils ont beaucoup de mérite, et aussi Philippe Germain, toujours disponible et loyal, il se cache au fond là-bas, parce que c'est un garçon extrêmement généreux, soucieux des autres, et puis toi Chantal aussi, Chantal Agnelli, que tout le monde connaît, profondément attachée à notre vie. Parce qu'elle connaît toutes les arcanes nissardes. Et enfin, à ceux qui m'épaulent et me supportent, c'est une tâche difficile, presque au quotidien au Parlement, j'ai bien sûr, je ne sais pas où ils se sont cachés, eux, nommé Guillaume et Bruce, et qui sont donc mes deux assistants, ils sont au fond aussi. De travailler avec eux et de les avoir à mes côtés, tout comme Gérald, qui malheureusement est souffrant, mais qui lui aussi veille sur notre travail. Parce que nous avons de la chance, et ce n'est pas toujours facile en politique, de former à Nice, à Bruxelles, à Strasbourg, une équipe soudée, amicale, une petite famille, somme toute, et c'est bien grâce à eux tous que j'essaye de répondre aux attentes de tous ceux qui m'ont permis d'être député. Je vous rappelle, amis des Alpes-Maritimes, que le congrès du Front National aura lieu les 10 et 11 mars et qu'il est encore temps d'adhérer, je crois qu'on a jusqu'au 2 février, c'est ça, pour ceux qui souhaitent voter au comité central. Et je vous encourage vivement à le faire et à faire en sorte surtout que notre département y soit largement représenté. Je vais demander à nos candidats de se lever pour que vous les voyez tous. Anne Chevalier. Bruce, si tu peux te lever parce qu'on ne te connaît pas ici, il est devenu belge, il s'est belgicisé à force d'habiter à Bruxelles, mais Bruce est aussi candidat au comité central, et comme c'est mon fils, voilà. Des emplois familiaux, etc. Voilà, et votre serviteur est aussi candidate, mais ça vous verrez si vous... Maintenant 2 ans, jour pour jour, presque, je venais vous faire un compte-rendu de ma première année de mandat. 2 ans après, vous vous doutez bien que ma vision de l'Union européenne ne s'est pas améliorée. Parce que nous, les nationaux, nous sommes la cible permanente des européistes. Tous les moyens
sont bons pour tenter de nous discréditer et de faire peser au-dessus de nos têtes toutes sortes de menaces. Et croyez-moi, il est tout sauf confortable d'être élu en combattant cette institution, parce que la mauvaise foi est leur arme première, et en nous déclarant anti-européens, ils tentent de nous faire passer pour des esprits rabougris, on le voit souvent, renfermés sur nous-mêmes et rêvant de dresser des miradors et des barbelés aux six coins de l'Hexagone. Mais il en est tout autrement, et vous le savez bien. Et c'est justement parce que nous voulons, nous, préserver notre identité, nos racines et notre civilisation européenne, que nous sommes, au final, bien plus européens qu'eux. Militante de la cause nationale, dont je me revendique fièrement, comme beaucoup d'entre vous, je n'ai honte ni de mon pays, ni de mes racines, pour le coup très européenne, parce que vous savez que je suis un peu italienne, un peu roumaine, un peu macédonienne, un peu grecque, enfin, n'empêche que tout ça, oui je sais pas ni ça on me l'a dit, mais quand même, je suis quand même profondément européenne. Et je n'ai pas honte non plus, et vous non plus, je le sais, d'être et d'appartenir au Front National depuis 1973, et je n'ai pas honte non plus de son nom. Je n'en ai pas honte, j'en suis même très fière. Cette fierté. Parce que nous le voulions ou non, nous avons tous en nous quelque chose de son fondateur, et pour parler quelqu'un qu'on connaît bien, je crois que nous avons tous en nous quelque chose de Jean-Marie. Nous appartenons à la même famille, la même grande famille de France. La plupart d'entre nous, nous ne craignons pas les coups. Nous ne courons pas non plus après la reconnaissance. Nous nous fichons complètement d'être dans le vent. Gardons en permanence à l'esprit la mémoire de ceux qui nous ont construits, nos parents d'abord, évidemment, et puis de tous ceux qui, au Front National, parfois au prix de leur vie, ont bâti les fondations qui nous réunissent aujourd'hui. Je rends à chaque fois un hommage particulier à Jean-Pierre Sirois, que beaucoup d'entre vous ont connu, qui aurait fêté d'ailleurs son anniversaire mardi prochain si la mort ne l'avait pas violemment fauché à 43 ans en plein combat politique. Je suis d'ailleurs très heureuse que son fils Christophe Sirois milite aussi à nos côtés. Jean-Pierre Sirois était un soldat, un militant. Et ce sont bien les simples militants qui méritent le plus d'être mis à l'honneur, alors que tout est fait pour exclure de plus en plus les Français des classes moyennes, des organes de représentation, et pour les cantonner dans les partis politiques comme ailleurs, d'ailleurs, y compris dans les entreprises, aux tâches d'exécution. Vous vous souvenez sans doute tous de cette phrase de Jacques Séguéla, qui était le conseiller de Nicolas Sarkozy, et qui disait « Réussir sa vie, c'est avoir une Rolex à 40 ans ». Ben, je vous dis tout de suite, je l'ai loupé. Et ce n'est pas seulement un cliché, parce que c'est réellement ce que tous les matérialistes pensent, à l'inverse de ce que nous pensons. L'entourage d'Emmanuel Macron, mais aussi la direction des Républicains d'ailleurs, en sont de parfaits exemples, puisqu'ils ont confisqué et ils ont mis des jeunes cadres, qui sont devenus de vieux routiers de la politique d'ailleurs, ardents de leur parcours à l'ENA et de copinage, et par là même ils ont évincé les militants qui s'étaient réalisés par la progression interne jusqu'au mérite, au travail et aux compétences. Et je rappelle souvent d'ailleurs cette phrase de Marcel Pagnol, qui n'est pas tout à fait niçois, certes, pas du tout même, enfin qui est quand même un peu du Sud, dans César, et qui disait « L'instruction t'a peut-être embelli le cerveau, mais elle t'a gâté le cœur. » Le cœur, parce que ce cœur est une notion de plus en plus absente des discours politiques, alors que paradoxalement, on nous donne en permanence des leçons de fraternité et de générosité. Même le pape s'y met quand il s'agit de nous intimer l'ordre d'accueillir des migrants. Mais ce n'est pas cela, mes amis, la fraternité. La fraternité, elle désigne un lien d'appartenance à une même famille, un lien de filiation. Et c'est là sans doute que se pose une question importante mais essentielle. À quelle famille, au sens large, appartenons-nous ou voulons-nous appartenir? Vers qui décidons-nous spontanément de nous tourner? Je ne vous étonnerai guère en répondant à votre place, les Français. La fraternité prend ses racines dans notre identité profonde, dans cette histoire qui nous a unis, dans un grand destin multiséculaire, celui de la France.
Cette histoire faite de larmes et de sueur, d'héroïsme et de sang, de grandeur et de servitude, de victoire et de défaite, de joie et de peine, s'est bâtie sur l'effort, l'intelligence et la foi de millions de Français, célèbres ou anonymes, qui ont fait notre pays. Parmi ceux-là, certains ont aussi œuvré depuis 45 ans au succès de notre parti. Et il y en a dans la salle. Au travail spectaculaire des éveilleurs doit maintenant, à compter de ce jour, succéder celui des bâtisseurs, disait Marine Le Pen lors de son discours de Tours le 16 janvier 2011, lorsqu'elle est devenue présidente du Front National. Elle avait tellement raison. Notre responsabilité est lourde. Il ne s'agit pas de vouloir le pouvoir à tout prix. Il ne s'agit pas non plus de tremper dans telle ou telle compromission pour accéder aux plus hautes responsabilités. Non, il s'agit de suivre la route tracée par ces bien nommés éveilleurs en faisant tout notre possible pour enfin dessiller les yeux des Français. Nous nous battons pour défendre à tout prix notre pays contre les invasions migratoires, pour lui conserver son identité chrétienne et son histoire. Alors, ne renions pas l'histoire du Front National, ne renions pas l'histoire de notre famille politique et ne renions pas son nom. Forte de cet engagement à vie et encore davantage depuis que cette terre de France a enseveli le corps de mes parents, je crois profondément que notre esprit national se définit par un honneur et une fierté qui ne peuvent briller que dans la mesure où la France réussira à se conformer dans son développement à ceux qui ont fait son histoire à l'aune du christianisme. Un patrimoine matériel, celui de la terre et de la patrie et ses richesses. Le blé et le pain, mes amis, peuvent être internationaux en tant qu'articles de consommation, mais ils porteront toujours et en tout lieu l'empreinte de la terre qui les a produits. Un patrimoine culturel aussi, né de ses propres efforts dans le domaine de la pensée et de l'art, devenant international par sa splendeur et son rayonnement. Mais face à cette réalité, un sentiment de culpabilité ne cesse d'être distillé par les pseudo-experts, qu'on voit beaucoup à la télé d'ailleurs, sociologues ou observateurs autoproclamés, on ne sait pas ce qu'ils observent, mais enfin, ils sont observateurs, et propagés par l'ensemble de la presse. Nous avons tous subi, j'allais dire nous les anciens, mais les nouveaux aussi du Front National, cette logique perverse. C'est-à-dire que si vous êtes patriote, si vous défendez la priorité nationale en termes d'emploi et de logement par exemple, si vous voulez que la France retrouve la maîtrise de ses frontières et sa souveraineté nationale, c'est inévitablement que vous êtes xénophobe. Si vous combattez la GPA, ce n'est pas parce que vous voulez préserver la famille comme élément fondamental de notre société. Non, c'est que vous êtes homophobe. Un peu binaire quand même comme raisonnement, vous en conviendrez, et surtout d'une effroyable mauvaise foi. Il faut protéger nos enfants de cette propagande perverse. Rien n'est plus important parce qu'ils sont l'avenir de notre pays. Et pourtant, les attaques contre nos enfants sont multidimensionnelles. Au niveau sanitaire, pour commencer, les autorités françaises comme européennes leur font prendre de grands risques. Quand il est, par exemple, imposé aux enfants, non plus 3 vaccins maintenant, mais 11, avec une multiplication des risques d'effets secondaires extrêmement dangereux. Parce que personne n'est capable aujourd'hui de vous dire quels seront les effets secondaires, notamment d'ailleurs en raison des adjuvants à base d'aluminium. Les scandales alimentaires font de temps à autre la une de l'actualité. Le dernier en date est bien sûr celui du lait pour bébé, que Lactalis a préféré vendre, alors qu'il le savait, infecté par la salmonelle, plutôt que de perdre quelques centimes de milliers d'euros, ce qui leur aurait pourtant épargné l'image d'empoisonneurs publics, en plus de celle de seigneurs d'agriculteurs. Et une fois passé l'âge du lait, que donne-t-on à manger à nos enfants? Qui se soucie de connaître les quantités de pesticides, de dioxines, de métaux lourds, de glyphosate, bref, de tous les produits toxiques qui sont autant de perturbateurs endocriniens et d'agents cancérigènes? Et quelle eau leur donne-t-on à boire? Celle du robinet, qui après épuration est traitée au chlore et dans laquelle œstrogènes ou atrazine sont systématiquement présents. Et plus tard, vers quelle alimentation les tendances de la mode alimentaire les poussent-elles? Eh bien, on a le choix entre le hamburger de chez McDo ou le kebab de chez Momo. En tout cas, une nourriture saturée de gras et de sucre
et certainement pas la soca, la saladière ou la salade niçoise, je sais, sans haricots verts, je le sais. Les risques sanitaires ne sont pas les seuls que nos enfants ont à subir. Il y a aussi le risque sécuritaire. Certaines familles n'ont pas d'autre choix financier que de mettre leurs enfants dans des écoles de seconde zone, où la part d'enfants dont les parents ne parlent pas français est tellement importante que même les connaissances de base n'y sont pas enseignées. Passés au collège, nos jeunes sont confrontés à la drogue, aux raquettes et à d'autres violences. Les jeunes filles sont exposées à un risque de viol de plus en plus élevé, tous les jours. Et ce n'est pas un chiffre que je sors comme ça de mon chapeau, c'est un chiffre officiel. Plus de 200 viols sont commis. Plus de 200 viols sont commis. Ceux qui apparaissent dans la rubrique « Faits divers » des journaux ne représentent qu'une partie dérisoire de la triste réalité, mais témoignent de l'ensauvagement de notre pays. Comment pourrait-il en être autrement quand le corps de la femme est considéré comme un objet de consommation? L'humain dans son ensemble d'ailleurs n'est plus qu'un objet de consommation, parfois même avant sa naissance. Et ceci au nom du progrès, de la tolérance, de l'ouverture d'esprit, cette tolérance dévoyée qui semble être devenue pour son plus grand mal la 4e devise de la République. En 1999, le PACS a été créé pour permettre à 2 personnes du même sexe d'organiser par contrat leur vie commune. Les socialistes à l'époque, souvenez-vous, nous juraient que cela ne présageait en rien le mariage plein et entier. Mais revenus au pouvoir en 2012, voulant cacher leur incapacité évidemment à réduire le chômage ou l'insécurité, dans ce cas-là on parle d'autre chose, ils ont cru bon de créer le débat autour du mariage entre personnes de même sexe qu'ils ont mis en place en 2013. Entre-temps, la droite conservatrice, qui n'a d'ailleurs de droite que le nom, et n'a jamais cherché à conserver quoi que ce soit à part ses prébendes, ne cherchera évidemment pas à revenir sur cette loi. Le mariage entre 2 personnes du même sexe permet l'adoption. Elle interdit de fait à certains enfants de disposer d'un père et d'une mère, fût-il de substitution, alors qu'on sait que c'est la présence de 2 référents, masculins et féminins, qui permet à l'enfant de s'épanouir de façon équilibrée. Tous ceux qui ont des enfants savent combien il est déjà difficile d'éduquer harmonieusement un enfant dans ces conditions optimales. Comme il a été dit avec justesse, notamment dans nos rangs par Marion Maréchal Le Pen à l'époque, nous sommes passés du droit de l'enfant au droit à l'enfant. Du droit de l'enfant de disposer du maximum de chances pour être heureux, au droit qu'ont les adultes de disposer d'un enfant pour leur bonheur à eux, au nom de la tolérance et de l'ouverture d'esprit, et tant pis pour les enfants. Avec l'adoption, le mariage homosexuel doit aussi permettre aux couples homosexuels de bénéficier de la procréation médicalement assistée, la PMA, la nature étant ainsi faite que ce n'est pas possible autrement. Et enfin, une autre étape pourrait être franchie, les habituels lobbies LGBTIQ, parce que maintenant à chaque fois il y en a un peu plus, s'y emploient activement, favorisés en cela par la grosse presse et l'argent des subventions publiques, la gestation pour autrui. Ainsi, au nom d'une prétendue égalité des droits, on autorise la pire exploitation d'un être humain, celle qui consiste pour une femme à louer son ventre comme une somme d'argent. Au moment même où on ne cesse, suite à l'affaire Weinstein, de traquer le moindre signe de harcèlement, qui peut parfois être défini chez les féministes les plus hystériques par de simples compliments vestimentaires. Vous savez, on a beaucoup à perdre, hein, nous les femmes. Et alors que louer les services d'une prostituée est désormais pénalement répréhensible et passible de 1 500 € d'amende, le camp de la décadence estime formidable de permettre à une femme pauvre de louer son ventre. Cette incohérence qui interdit le plus vieux métier du monde, avec des arguments parfois sérieux d'ailleurs, mais autorise bien pire encore, est ignoble, mais justifiée par une volonté prométhéenne d'égalité devant un droit à l'enfant entre les couples de tout genre. Ô tolérance, ô égalité, que de crimes commis en votre nom. Et l'enfant dans tout ça. Celui qui dans la cour d'école devra expliquer qu'il a 2 papas ou 2 mamans, mais qui s'en soucie? Mais personne. 3 fois mère, je sais tout le trésor qu'est un enfant. Je sais aussi toutes les angoisses auxquelles les parents s'exposent dès qu'il vient au monde. Toutes les inquiétudes qu'on peut avoir pour eux. Et grand-mère depuis 2 ans, eh bien je ressens à nouveau, presque 40 ans après, les mêmes inquiétudes pour mon petit-fils. Quel avenir leur laisserons-nous? Quel autre sens donner à notre combat politique que celui de leur laisser un héritage moral
avant qu'il ne soit matériel. Au même titre que nous devrions toujours avoir à l'esprit une immense reconnaissance pour ce que nos parents et grands-parents ont fait pour nous permettre de vivre libres, nous devrions avoir le même souci pour que les générations futures n'aient pas un jour à nous reprocher d'avoir été égoïstes et d'avoir failli en leur léguant un monde sans foi ni valeur. Une civilisation qui ne protège pas ses enfants et qui s'acharne à dynamiter la famille, comme nous le voyons par les gouvernements de droite, de gauche, la famille qui est la cellule de base de la société est une civilisation qui meurt assurément pour laisser la place à une autre. Alors oui, notre combat contre les valeurs dévoyées prodiguées par tous les européistes, qu'ils soient de Bruxelles, de Paris ou de Nice, parce que c'est les mêmes, est bien un combat de civilisation. Je dis bien européiste car derrière des positions institutionnelles, ils défendent tous les mêmes positions sociétales ou immigrationnistes, avec à la clé un affaiblissement tel des nations qu'il nous sera impossible de leur résister au sein de l'Union européenne, comme peuvent encore le faire des pays comme la Hongrie ou la Pologne. Quelle sera notre civilisation si rien n'est fait pour virer radicalement de bord? Nombreux chez nous frémissent de pressentir une France et une Europe islamisées dans un très proche avenir, à l'image déjà visible de bien de nos quartiers. Je partage cette crainte, mais l'islam radical ne tombe pas du ciel. Il a été importé avec les millions de musulmans immigrés arrivés dans notre pays et sur notre continent, maintenant depuis un demi-siècle. Cette population rendue en partie inassimilée ou inassimilable, ne serait-ce que par le nombre déjà, pose une question civilisationnelle. L'islam est-il soluble dans la République, ou bien faut-il penser comme De Gaulle que le mélange serait aussi impossible que l'huile et le vinaigre, qui finissent toujours par se séparer? Nous touchons ici une autre hypocrisie. Comme l'a rappelé Marine Le Pen lors de ce vœu à la presse il y a 15 jours, le harcèlement de rue est en immense majorité le fait de ressortissants de l'immigration qui importent une culture qui est une culture de non-respect des femmes, de soumission des femmes, et même l'expression pour beaucoup d'un mépris à l'égard des Françaises. Mais les mêmes qui s'émeuvent du harcèlement appellent souvent à toujours plus d'immigration. Il en est de même d'ailleurs pour l'antisémitisme, pour lequel tous les analystes sérieux s'accordent à dire qu'il est maintenant quasi exclusivement issu des populations d'origine immigrée. À cette population toujours plus nombreuse et plus fertile que les Français de souche européenne, il a été offert une école gratuite, où la France était trop souvent présentée comme esclavagiste jusqu'au XIXe siècle, puis colonialiste, sans jamais dire que c'est grâce à la conquête de l'Afrique du Nord qu'il a été mis fin à l'esclavage en Méditerranée, ni jamais exposé l'œuvre civilisatrice que furent les colonisations européennes. Ajoutez à cela l'enseignement biaisé de l'histoire de la décolonisation et vous obtenez une jeunesse qui refuse de se considérer française et préfère se tourner vers ses origines. Ce qui caractérise sans doute le mieux cette population d'origine immigrée, à laquelle s'agrège, en raison de la loi du plus grand nombre, de plus en plus de Français de souche qui se convertissent à l'islam, ou au moins adoptent les codes culturels de la population majoritaire de leur quartier, c'est le déboussolement, l'absence de repères moraux et identitaires. Un jeune issu de l'immigration depuis parfois la 3e génération est souvent bien plus islamisé que ses propres parents. Il se sait d'origine. Il ne se sent d'ailleurs pas français. Il en refuse aussi l'appartenance. Et bien qu'il prétende le contraire, il n'est plus ce que ses grands-parents ou ses parents, il n'est plus que ce que ses parents ou grands-parents étaient, c'est-à-dire algériens, marocains, tunisiens ou maliens. L'être humain, contrairement à ce que rêveraient d'en faire les tenants d'un village planétaire, où l'humain ne serait plus qu'un producteur-consommateur parfaitement interchangeable, a besoin d'appartenir à quelque chose dont il est fier, qui le rassure, l'identifie et surtout le transcende. Et dans notre société matérialiste, où même les jeunes musulmans radicaux portent sous leurs vêtements musulmans une paire de Nike, c'est dans un islam fantasmé qui justifie le viol de la loi par la rébellion contre la mécréance, qui propose à des jeunes aux horizons bouchés la lutte armée du djihad que se réfugient de bien trop nombreux jeunes gens. Quand on a 20 ans, l'islam radical offre ainsi à la fois une appartenance et une transcendance avec le frisson du danger,
même si c'est la Kalachnikov à la main. Et que font les Français face à cela? Ils ne cessent de reconduire des majorités qui, sans exception, depuis 40 ans, ouvrent de plus en plus les vannes de l'immigration alors que la France déborde. L'an passé, en 2017, un nouveau record a été battu. Pour la première fois, le nombre de 100 000 demandes d'asile a été franchi. Et quand le droit d'asile n'est pas accordé, ce sont moins de 5% des clandestins déboutés qui sont expulsés. Cet honorable droit d'asile qui permettait à des intellectuels et des dissidents politiques d'être accueillis en France pour échapper à la prison ou à la mort dans leur pays, ce fut le cas de mon père d'ailleurs, est devenu en quelques années un nouveau mode d'immigration massive. Si on ajoute à cela le regroupement familial ou l'immigration humanitaire, ce sont plus de 260 000 immigrés qui sont arrivés rien que l'an passé, c'est-à-dire plus que d'habitants que la ville de Bordeaux. Comment cela peut-il être possible dans un pays qui compte plus de 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, 4 millions de personnes logées dans des conditions indécentes, dans un pays qui compte officiellement 6 millions de chômeurs en catégorie A, et en réalité, si l'on prend en compte toutes les catégories des chômeurs, au moins 9 millions. Et que décide le gouvernement face à cette déferlante? Passer la rétention administrative de 45 à 90 jours. La belle affaire quand les centres de rétention sont déjà saturés, qu'il n'est pas prévu d'en construire de nouveaux et que leur budget a été diminué en 2018. C'est une folie, certes, mais certains en tirent profit. Ceux qui augmentent leurs bénéfices, des salaires tirés à la baisse, bien sûr, ou ceux animés simplement par la haine de la France. La population qui immigre chez nous est le plus souvent jeune, et une fois installée, elle fait des enfants. Ainsi, pour ne prendre que l'Île-de-France, 38% des bébés naissent d'au moins un parent immigré. Pas d'origine migrée, mais immigré. Si on considère la proportion des nouveau-nés dépistés pour la drépanocytose, vous savez, c'est une maladie qui touche essentiellement les personnes d'origine maghrébine ou africaine, on constate que ce sont 73% des nouveau-nés en Île-de-France qui en sont originaires de façon plus ou moins lointaine. 38% pour l'ensemble de la France et pour notre région, 56%. C'est-à-dire qu'en PACA, ou pardon Philippe, en région sud, je ne sais pas s'il faut déjà le dire ou pas, il y a moins d'enfants de souche seulement européenne que d'enfants de souche africaine et nord-africaine qui naissent aujourd'hui. Et il y en a à côté de ça qui sont complètement absents. Il est grand temps que les Français réagissent, avant qu'il ne soit trop tard. Vous vous souvenez de ce slogan, avant qu'il ne soit trop tard. Il faut rétablir le contrôle à nos frontières, expulser les 500 000 clandestins actuels. Tout ça, c'est possible. Et faire savoir qu'il en sera systématiquement ainsi. Mettre fin à cette folle politique d'immigration. Établir, bien sûr, une préférence nationale en matière d'emploi, en matière de logement, de politique familiale et mettre fin au regroupement familial et au laxisme judiciaire, dénoncer les conventions internationales et les textes européens, bien sûr, qui nous lient, en finir avec l'insupportable assurance des juges et des médias qui s'arrogent un pouvoir extravagant pour imposer au peuple une idéologie immigrationniste. Bref, faire exactement le contraire de ce que les eurocrates abordent. Il en va de notre survie en tant que nation. Je sais bien qu'on a souvent l'impression qu'au Parlement européen, c'est lointain ce que nous faisons. Mais les institutions européennes, avec leur fonctionnement que personne ne comprend, même nous, je vais vous dire, on a eu un certain mal à le comprendre. Hein. Il a fallu, il y a une opacité qui est savamment entretenue, avec les eurocrates, les commissaires non élus et pourtant tout puissants, parce que ces gens-là ne sont absolument pas élus, mais c'est pas rien, ils sont puissants, bien plus puissants d'ailleurs que les députés. Eh bien, l'Union européenne est considérée à juste titre, finalement, comme un monstre froid, hors sol, lointain, et même très lointain. Et pourtant, les effets, l'impact des décisions qui y sont prises, des règlements que Bruxelles impose aux nations, est bien réel et bien proche dans votre quotidien. Eh bien oui, l'immigration massive dont nous voyons les conséquences désastreuse dans nos rues, nos quartiers, nos villes et nos villages, est le fruit de leur politique à tous. Et c'est exactement cette même idéologie qui préside à Bruxelles le mondialisme.
Notre doctrine à nous, vous le savez, est tout autre. C'est celle de l'identité des peuples, de la liberté des nations. Nous ne voulons pas, nous, de la sacro-sainte libre circulation des biens et des personnes, qui est devenue la libre circulation, d'ailleurs, des armes, des drogues et des terroristes. Nous voulons des frontières qui protègent. Lors du Nouvel An, en 2016, à Cologne, en Allemagne, plusieurs centaines de femmes ont été agressées sexuellement par des migrants. Vous le savez, plusieurs terroristes du Bataclan étaient entrés en Europe et en France par les voies de l'immigration clandestine. Le terroriste islamiste ayant tué, il n'y a pas si longtemps, 2 jeunes femmes à Marseille, était un migrant clandestin. Et l'immonde, l'ignoble, il n'y a même pas de qualificatif islamiste qui a frappé ici, à quelques pas, sur notre magnifique promenade, était un Tunisien condamné en France pour violence. Il aurait dû être expulsé, il ne devait pas être dans notre pays. En 2017, 50 000 migrants ont été interpellés à la frontière franco-italienne. Comment sont-ils passés? Où sont-ils passés? Qui pourra nous garantir que parmi eux, il n'y a pas un criminel, un violeur ou un djihadiste? Personne. Personne, parce qu'on ne sait rien d'eux. Depuis 2015, ce sont 1,5 million de migrants qui sont entrés dans l'espace européen. Avec Schengen, ils sont parfaitement libres de se promener. Et là encore, les parcours d'un certain nombre de terroristes islamistes en apportent le dramatique témoignage. Au nom du principe de précaution, au nom de la préservation de notre paix civile, il faut rétablir les frontières qui protègent, et nous pouvons le faire, à condition de sortir de cette Union européenne mortifère. Il faut rétablir nos frontières car nous devons pouvoir décider et déjà commencer par savoir qui entre dans notre pays. C'est non seulement un droit élémentaire, mais aujourd'hui c'est tout simplement nécessaire. Laisseriez-vous enfin entrer chez vous quelqu'un dont vous ne savez rien? Pire encore, laisseriez-vous entrer et laisseriez-vous votre porte grande ouverte afin que chacun puisse entrer quand il le souhaite? C'est pourtant ce que nous vivons aujourd'hui à l'échelle de la nation. Nos portes sont grandes ouvertes et chacun peut entrer chez nous, y compris les pires. À Nice, à Paris, à Bruxelles et partout où il le faudra, je continue avec mes camarades à me battre jusqu'à mon dernier souffle pour que les miens puissent vivre en sécurité, évidemment, pour que dans mon pays, les pompiers ne soient plus caillassés quand ils sauvent des vies, les gardiens de prison égorgés par des soldats d'Allah et les filles violées par des racailles. Parmi les sujets qui me tiennent à cœur, il en est un dernier que je souhaite évoquer avec vous aujourd'hui, d'ailleurs, qui est en corrélation avec les précédents. Il s'agit des chrétiens d'Orient, avec lesquels nous partageons un héritage culturel et religieux commun très important. N'en déplaise aux hystériques de la laïcité qui voudraient effacer de nos mémoires notre passé chrétien. Nous ne pouvons pas ignorer les liens spirituels qui nous unissent à ces communautés, si souvent aux prises avec un islam radical et conquérant. Nous n'avons pas le droit de rester indifférents devant leurs souffrances, ni de les oublier à l'heure où le berceau du christianisme se vide de ses fidèles. Malheureusement, les gouvernements occidentaux, que ce soit aux États-Unis ou au sein de l'Union européenne, ont commis ces dernières années des erreurs d'appréciation dommageables, pour employer un doux euphémisme qui relève plus d'ailleurs du langage diplomatique que de la réalité. En vérité, plus et bien plus que des erreurs d'appréciation, nos dirigeants ont commis une faute historique et morale. Dans leur choix géostratégique désastreux, dicté par un tropisme atlantiste, ils ont sciemment évacué la question des chrétiens d'Orient. Rien de bien nouveau, bien sûr. Déjà au printemps 99, souvenez-vous, l'intrépide, le courageux Botul, vous savez, celui qui a une grande chemise blanche et des poils qui dépassent, là, je veux parler du pseudo-philosophe Bernard-Henri Lévy, exultait quand, par la voix du président Chirac, la France cédait à la propagande politico-médiatique et abandonnait son ami historique, la Serbie, pour se joindre au bombardement de l'OTAN sur Belgrade. Ainsi naquit, plusieurs années plus tard, le Kosovo indépendant, État mafieux, peuplé en majorité d'Albanais musulmans, alors que cette région était le berceau de la Serbie. Les derniers Serbes de confession orthodoxe, qui s'y trouvent encore, vivent reclus dans des enclaves et dans des conditions matérielles tout à fait indécentes.
Cela se passe en Europe, à seulement 1500 km de Nice, dans un pays qui est candidat à l'Union européenne. C'est pas loin, je vous assure, mes amis. Il y a 10 jours, un leader serbe du Kosovo est mort assassiné, 6 balles dans la peau, au moment où les négociations entre Serbes et Kosovars devaient reprendre. Le chroniqueur Vincent Hervouet a, me semble-t-il, bien résumé la situation. Il dit « L'assassinat d'Ivanovic a eu lieu au matin d'une reprise du dialogue, rendez-vous évidemment annulé. La seule perspective, c'est l'Europe, et c'est une utopie. À Bruxelles, les discussions avec les Serbes et les Albanais sont gelées depuis 5 ans. Des fortunes ont été déversées sur le Kosovo pour en faire la Suisse des Balkans. C'est un cloaque. Donald Trump, c'est toujours M. Hervouet qui parle, Donald Trump ne l'a pas cité dans sa liste des trous puants. Il aurait dû, car l'Amérique en est responsable. Les Occidentaux ont étraîné au Kosovo la formidable machine de l'OTAN, forgée pendant la guerre froide et qu'ils n'avaient jamais eu l'occasion d'utiliser. Sans résolution de l'ONU, au mépris de la charte de l'Alliance, sans respecter les conventions de Genève et avec comme prétexte des fake news forgées par les services secrets, la Serbie a été bombardée pendant 78 jours pour en détacher la province, qui est devenue finalement un État artificiel livré aux mafias. Ce qu'ont enduré et endurent encore les communautés orthodoxes d'ex-Yougoslavie, lorsqu'elles ont le malheur d'être minoritaires dans des pays islamisés, est typique de l'incohérence, pire de l'hypocrisie des puissances occidentales menées par Washington. Sans aucun égard pour les conséquences de leurs actes, celles-ci ont déstabilisé à leur guise et à coups de bombes humanitaires les pays qui ne s'alignaient pas sur leurs propres intérêts. Regardez l'Irak, envahi par les Bush père et fils, ou encore la Libye plongée dans le chaos par l'ex-président Sarkozy. Ces ingérences inadmissibles au nom des droits de l'homme ont été éhontément vendues à l'opinion publique au moyen d'une propagande fallacieuse et de preuves qui ont été fabriquées. Qui ne se souvient pas aussi de la fable des couveuses au Koweït, ou encore de celle des prétendues armes de destruction massive en Irak. Ce droit de l'homisme criminel a largement contribué à rompre les fragiles équilibres régionaux et conduit au massacre ou à l'exode de plusieurs millions de chrétiens d'Orient. Juste quelques chiffres qui suffiront pour vous donner une idée de l'ampleur de ce phénomène tragique. À la veille de la première guerre du Golfe en 1990, il y avait près de 1,6 million de chrétiens. En 2003, lors de la seconde intervention américaine, ils étaient encore quasiment 1 million. Avec la chute de Saddam Hussein en 2003, qui n'était certes pas un saint, les sunnites les plus extrémistes sont le champ libre. Et vous connaissez la suite. Attentats, enlèvements, assassinats sont devenus le lot quotidien des Irakiens, surtout des chrétiens. Puis l'État islamique s'est emparé d'une grande partie du pays. Ainsi, pendant l'été 2014, des dizaines de milliers de chrétiens ont été contraints de fuir la plaine de Ninive pour ne pas mourir. En 25 ans, l'effondrement de la population chrétienne est vertigineux. Aujourd'hui, les églises irakiennes comptent moins de 250 000 fidèles. L'État islamique est aujourd'hui exsangue et les principales villes d'Irak ont été libérées, tant mieux. Pour autant, le calvaire des communautés chrétiennes n'est pas terminé. Les mosquées radicalisées continuent de diffuser des prêches haineux dans tout le pays. Les camps de déplacés qui s'étaient vidés l'année dernière tendent à se remplir à nouveau à cause des confrontations entre les forces kurdes et l'armée irakienne. En Syrie, près d'1 million de chrétiens ont fui le pays depuis le début de la guerre en 2011. Beaucoup d'églises dans les zones contrôlées par les rebelles ont été démolies ou utilisées comme centres islamiques. Ce sont peu ou prou d'ailleurs les mêmes rebelles que le gouvernement Hollande avait choisi de soutenir conjointement avec les États-Unis, l'Arabie Saoudite ou le Qatar. Oui, nos dirigeants se sont rendus complices du martyre des chrétiens. Leur politique irresponsable a contribué à vider la région de ses populations d'origine. Ce sombre tableau, mes amis, est encore plus tragique lorsqu'on se place dans la longue histoire. À notre civilisation gréco-chrétienne romaine s'est assimilé le christianisme antique, venu des extrémités orientales de l'Empire romain, où virent le jour et où se développèrent les premières communautés chrétiennes.
Celle-ci s'émère d'abord de la Palestine à l'Anatolie, de Jérusalem à Alexandrie, de Damas à Antioche. Elles sont donc chez elles, non seulement au Liban, mais aussi en Syrie, en Irak, en Palestine, en Égypte et même en Turquie. Leur présence, il faut le rappeler, remonte au 1er siècle de notre ère, bien avant les conquêtes arabo-musulmanes. Au début du siècle dernier, la mosaïque de communautés catholiques, arméniennes, chaldéennes, coptes, byzantines, syriaques ou maronites représentait encore près d'un quart de la population au Proche et au Moyen-Orient. Aujourd'hui, on estime qu'il reste 11 millions de chrétiens parmi 320 millions de musulmans, soit moins de 4% de la population totale. C'est une hécatombe terrible. Ces communautés, témoins d'un héritage chrétien dont Mélenchon et ses amis ne veulent pas entendre parler, sont confrontées depuis des années et des siècles à la dure loi islamique. Mais il leur a suffi d'un siècle à peine, émaillé de violentes persécutions, pour qu'elles soient sur le point de disparaître. En Turquie, la répression impulsée par les Ottomans en 1915 et poursuivie par la République turque contre les Arméniens, les Grecs pontiques et les Syriaques fut absolument atroce. Prises en étau dans le conflit qui oppose Erdogan aux Kurdes, les quelques communautés chrétiennes turques, on en a reçu d'ailleurs au Parlement européen, qui se sont maintenues par miracle à Istanbul ou dans le sud-est de la Turquie, subissent continuellement des tracasseries et des vexations des autorités politiques et administratives. Parce que les chrétiens syriaques n'ont même pas de statut légal. Si l'histoire des chrétiens d'Orient et celle des autres chrétiens persécutés par le monde est une leçon de courage et d'humanité, c'est aussi, et ça doit être aussi, un drame qui nous interpelle. Le triste destin des communautés de Turquie jadis les plus importantes du Moyen-Orient, celles d'Irak, de Syrie ou d'Égypte, le subissent à leur tour. Cette tragédie, mes amis, c'est un peu la nôtre. Et nos gouvernements seraient bien inspirés d'en tirer toutes les leçons si nous ne voulons pas que nos enfants et nos petits-enfants se voient eux aussi un jour imposer le statut de dhimmi. Vous savez, c'est ce concept qui s'applique aux juifs et aux chrétiens et qui stipule un comportement de soumission vis-à-vis des musulmans. Les chrétiens d'Orient ont le droit de vivre dans leur pays d'origine. Alors nous devons les aider à rester sur leur terre et à préserver les trésors inestimables dont ils sont les dépositaires. Mais pour être entendus et crédibles, nos nations doivent changer de politique étrangère et d'état d'esprit. Ce sont en effet elles qui réaffirment fièrement et vigoureusement leur foi ancestrale, tout en revendiquant pour leur peuple le droit de vivre sur leur territoire, selon leurs coutumes, les modes de vie et les traditions, et qui se sentent vraiment concernés par le sort des chrétiens d'Orient. Voyez la Hongrie. C'est le seul État de l'Union européenne à avoir organisé une conférence gouvernementale spécialement consacrée à la sauvegarde des chrétiens d'Orient. Il est vrai, l'Union européenne a d'autres chats à fouetter. Elle menace les nations, qui œuvrent de plus en plus à la défense de notre civilisation. Elle menace la Hongrie, elle menace la Pologne, et bien sûr, elle va menacer très vite l'Autriche. Elle sanctionne la Russie et la Syrie, qui, elles, sont vraiment soucieuses du sort réservé aux chrétiens d'Orient. Elle traque ce qu'elle nomme les discours de haine, pour mieux museler ses opposants. Notre continent vit une crise de civilisation profonde. Le déclin du courage en Occident, dont parlait Solzhenitsyn dans son célèbre discours d'Harvard, est flagrant. La chape de plomb du politiquement correct s'est abattue sur les intelligences et sur les consciences, si bien que nous n'osons plus parfois être juste ce que nous sommes. Pas un jour ne passe sans que nos traditions et nos coutumes ne soient remises en cause et sans que cela n'émeuve nos dirigeants qui sont eux bien trop occupés à accorder de généreuses subventions à des associations politisées qui font la chasse aux clochers, aux croix et aux crèches de Noël. Il faut que nous soyons tombés bien bas pour ainsi rejeter notre identité et notre civilisation, et notre société perd parfois le sens commun. Nous nous coupons de nos défenses immunitaires au moment où l'islamisme et son cortège d'horreur se propagent à travers l'Europe. Et enfin, pour une dernière histoire, parce que je vous ai dit que j'avais un petit-fils, j'en suis très très fière, et alors je vais vous raconter l'histoire maintenant à 2 ans. Et il y a l'histoire du petit colibri. Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Alors tous les animaux terrifiés et atterrés observaient
impuissant le désastre. Et il n'y avait qu'un petit colibri qui s'activait allant chercher quelques gouttes d'eau avec son bec pour les jeter sur le feu. Alors au bout d'un moment, l'écureuil, agacé par ses agissements dérisoires, lui dit « Mais colibri, tu n'es pas fou, tu crois que c'est avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ?» « Je sais, répondit le colibri, mais je fais ma part. » Alors pour conclure, et comme il n'est pas encore tout à fait l'heure de s'endormir, j'espère que vous n'êtes pas trop endormi d'ailleurs, je terminerai sur une citation bien adaptée, il me semble, au malaise actuel de notre société. Elle est de Renan, un auteur que j'apprécie et que je cite souvent pour ses analyses éclairées sur la nation. Nous avons chassé de la politique les abstractions métaphysiques et théologiques. Que reste-t-il après cela? Il reste l'homme, ses désirs, ses besoins. La sécession, me direz-vous, et à la longue l'émiettement des nations sont la conséquence d'un système qui met ces vieux organismes à la merci de volontés souvent peu éclairées. Laissons passer le règne des transcendants. Sachons subir le dédain des forts. Peut-être, après bien des tâtonnements infructueux, reviendra-t-on à nos modestes solutions empiriques. Le moyen d'avoir raison dans l'avenir est à certaines heures de savoir, de se résigner à être démodé. Alors nous aussi faisons notre part, sans état d'âme, car nous avons tous chevillé au cœur et au corps l'amour de notre belle patrie, la France.